Avant l'observation, la matière ne semble pas exister. Elle semble être le résultat d'une interaction entre la conscience et des vagues de potentiel. Cela a été démontré à plusieurs reprises dans des versions toujours plus précises de l'expérience de la double fente à partir des années 1920 jusqu'à aujourd'hui. Pour comprendre l'expérience de la double fente, nous devons d'abord savoir comment se comportent les particules. Si on tire de petits objets vers un détecteur, nous verrons un agrégat de points là où ils ont abouti après avoir traversé la fente. Si l'on ajoute une seconde fente, on s'attendrait à voir un deuxième agrégat répété à droite. Considérons maintenant les ondes qui passent par la fente en rayonnant et frappent la paroi arrière avec une intensité plus grande au milieu. La ligne de luminosité sur l'écran arrière montre cette intensité. Elle ressemble à notre agrégat de tout à l'heure. Mais quand on ajoute la deuxième fente, quelque chose de différent se produit. Lorsque le sommet d'une onde rencontre le bas de l'autre, ils interfèrent et s'annulent. Il en résulte un patron d'interférence sur la paroi arrière. Lorsque les ondes se renforcent mutuellement, les lignes lumineuses sont plus intenses et où elles s'annulent, il n'y a rien. Alors, quand nous envoyons des particules par les deux fentes, nous obtenons deux agrégats séparés, mais avec des ondes, nous obtenons un patron d'interférence. Un électron peut être vu comme un très petit amas de matière, et quand un flux d'électrons est tiré à travers une fente, il se comporte comme de petits objets en formant un seul agrégat distinct. Donc, si nous tirons ces morceaux de matière à travers deux fentes, nous devrions obtenir deux agrégats distincts. Mais non, nous obtenons plutôt un patron d'interférence. Nous avons bien envoyé des particules, mais nous obtenons un patron comme s'ils étaient des ondes plutôt que des petits objets. Comment des morceaux de matière peuvent-ils créer un patron d'interférence comme des ondes? Cela n'a aucun sens. Au début, les physiciens ont pensé que les électrons rebondissaient les uns sur les autres pour générer ce patron d'interférence. Donc, en 1961, Klaus Johnson, à l'université de Tübingen en Allemagne, modifia l'expérience pour envoyer les électrons un seul à la fois. De cette façon, il n'y avait aucune possibilité qu'ils rebondissent et interfèrent les uns avec les autres. Encore une fois, le patron d'interférence fut enregistré. Les physiciens étaient perplexes. It somehow seems to have been aware of there being two slits, not one, because it's given rise to this interference pattern. How does one atom do that? Does it split in half? Does it become like a cloud that goes through both? The path taken by the photon is not an element of reality. We are not allowed to talk about the photon passing through this or this slit. Neither are we allowed to say that the photons pass through both slits. All this kind of language is not applicable. Donc ils ont modifié encore plus l'expérience pour aller au fond de ce mystère. Ils ont mis un détecteur au niveau des fentes pour voir à travers laquelle la particule passerait. Mais lorsque les électrons furent ainsi observés de près, ils sont revenus à leur comportement de petits objets et produisirent un agrégat et non pas un patron d'interférence. D'une certaine manière, l'acte d'observation les poussait à passer par une seule fente, pas par les deux. Les électrons semblent décider d'agir différemment quand ils sont observés. Comment cela pourrait-il en être ainsi? Se pourrait-il que la présence d'un observateur conscient influence l'expérience? Consciousness is information. It's an information field. Okay? It's data. En 1978, le physicien John Wheeler a proposé une nouvelle façon de faire l'expérience de la double fente qui pourrait enfin révéler ce qui se passe vraiment. Il a proposé ce qu'on appelle l'expérience du choix retardé, dans laquelle la décision ou non d'observer les particules n'est prise qu'après avoir traversé les fentes, mais avant qu'elles arrivent au détecteur. Cette animation est très simplifiée, mais vous comprendrez l'idée. La lumière vient d'ici et se déplace à travers la barrière à double fente sous forme d'ondes. Les ondes traversent les fentes, mais n'ont pas encore atteint le détecteur. Intervient alors le scientifique. Ses yeux sont fermés, il retarde son choix d'en faire une expérience observée, et tout à coup,
Les résultats de cette expérience n'ont pas résolu le mystère. En fait, ils l'ont rendu plus étrange, parce que ce qui a été établi est qu'au moment de décider d'observer, les ondes sont devenues des particules, mais en plus, elles ont en fait laissé une trace de leur passage comme particules ayant voyagé à travers les fentes. Oui, vous avez bien entendu, la décision d'observer amène les ondes à devenir particules et l'effet de cette action remonte en arrière dans le temps. Our choice of what experiment to do determines the prior state of the electron. Exécuter l'expérience sans observation ne provoque pas cet effet. Lorsque John Wheeler a proposé d'ajouter le protocole du choix retardé à l'expérience de la double fente, il nous a demandé d'imaginer une étoile lointaine qui a émis un photon il y a des milliards d'années et qui est parti vers la Terre. Cependant, en chemin, il doit passer proche d'une galaxie dense. L'effet de lentille gravitationnelle courbera le passage du rayon de lumière autour de la galaxie. Des milliards d'années plus tard, après avoir atteint la Terre, un astronome choisira d'utiliser des jumelles pour détecter ces photons, concentrant la moitié sur la lentille gauche de la galaxie et l'autre moitié sur la deuxième lentille. Quand l'astronome choisit de regarder, signifie que le photon doit avoir choisi une des lentilles et affichera un agrégat. Donc, notre choix présent d'observer détermine comment le photon s'est comporté il y a des milliards d'années. Ce que John Wheeler avait prédit a été confirmé par l'expérience. Cela n'a aucun sens dans l'approche matérialiste du monde. Ça ne peut se comprendre que si l'univers est une simulation et que tous ces éléments sont à égale distance dans l'espace-temps par rapport à la source de la simulation, comme dans un jeu vidéo ou un rêve. The Force? The Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together. Il n'y a pas de matière en tant que telle. Toute la matière provient et existe seulement en vertu d'une force. Nous devons assumer derrière cette force l'existence d'un esprit conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice de toute la matière. Max Planck. L'une des idées les plus excitantes de la cosmologie est le principe holographique. C'est l'idée que notre univers à 3 dimensions émerge à partir d'informations à 2 dimensions. C'est-à-dire que les objets en 3 dimensions sont composés d'informations réparties sur une surface à 2 dimensions. De la même manière qu'un hologramme produit une image en 3 dimensions à partir d'informations en 2 dimensions. Le principe holographique nous dit quelque chose de très surprenant. Il dit que nos idées de volume et dans un sens le monde peuvent être une sorte d'illusion. First of all, I would say it should be clear that this whole holographic story is the most radical thing that has happened to our understanding of space, time, matter, since the invention of quantum mechanics and relativity. La théorie quantique en général et les résultats des expériences qui ont été exécutées dans ce domaine renforcent le principe holographique. Y a-t-il un test que nous pourrions faire pour prouver scientifiquement que l'univers est une construction virtuelle et non matérialiste à la base? Eh bien, vous pourriez penser que les scientifiques seraient à court de moyens pour faire d'autres expériences de double fente, mais vous auriez tort. L'expérience de la gomme quantique à choix retardé a d'abord été réalisée en 1999 par Marlan Scully, Yoon-Ho Kim et leurs collaborateurs. Le Dr Kim a aussi été consulté pour assurer la précision de cette présentation. L'expérience commence dans le coin en haut à gauche avec une source de photons derrière la barrière à 2 fentes. Un cristal est placé en face de la barrière qui divise les photons en paires enchevêtrées. Cet objectif a pour tâche de diriger un élément de chaque paire qui sont passés par une des fentes, de sorte qu'il y aura un impact au détecteur 0. Quand un photon passe par la première fente et qu'il est divisé en paires enchevêtrées, l'un d'eux passe à travers la lentille vers le détecteur 0 et le deuxième part vers le bas, puis est redirigé par le prisme sur le miroir semi-argenté vert.
Semi-argenté signifie qu'il permet à la lumière de passer à travers 50% du temps, l'autre 50% est réfléchi. Donc en moyenne, la moitié des photons sont réfléchis et atteignent le détecteur 4. L'autre moitié passe à travers, se reflète sur un miroir plein et atteint un autre demi-miroir. Les photons peuvent soit passer à travers et frapper le détecteur 1, soit être réfléchis dans le détecteur 2. Les photons qui traversent la seconde fente sont aussi divisés en paires, avec un descendant et redirigé par le prisme. Au premier miroir semi-réfléchissant, 50% sont reflétés et frappent le détecteur 3. Les autres voyagent tout droit et sont réfléchis dans le second demi-miroir. 50% de ceux-ci passent à travers et frappent le détecteur 2. Les autres 50% sont réfléchis et frappent le détecteur 1. Ainsi, tous les photons ayant passé par la première fente sur le chemin rouge ne peuvent frapper que les détecteurs 1, 2 et 4. Ils ne peuvent jamais atteindre le détecteur 3. Tous les photons de la seconde fente sur le chemin bleu peuvent seulement frapper les détecteurs 1, 2 et 3, mais jamais le détecteur 4. Ainsi, les photons atteignant le détecteur 4 doivent être passés par la première fente et les photons atteignant le détecteur 3 doivent être passés par la seconde. Pour les photons atteignant les détecteurs 1 et 2, il est impossible de déterminer de quelle fente ils proviennent parce que ces deux détecteurs peuvent être atteints à partir de chacun des chemins rouges ou bleus. Alors quelle est la fonction du détecteur 0 ? Les résultats de l'expérience sont reliés au temps que prennent les photons pour voyager à travers le dispositif. Plus court est le chemin, plus vite le photon atteint le détecteur, et le chemin le plus court est toujours le détecteur 0. Ainsi, lorsque les photons sont divisés en paires, l'un d'entre eux est toujours enregistré au détecteur 0 d'abord, puis avec un retard, son photon partenaire frappe l'un des autres détecteurs. Le compteur de coïncidence enregistre les résultats de 5 capteurs. Il établit un rapport entre les mesures du détecteur 0 et les photons partenaires qui atteignent les détecteurs 1 à 4. De cette façon, chaque photon unique enregistré au détecteur 0 peut être affecté précisément à un partenaire aux autres détecteurs. Allons-y. Cette épreuve de force se prépare depuis 2500 ans. C'est tout ou rien. Le sort de l'univers entier. Platon contre Démocrite. L'idéalisme contre le matérialisme. C'est un tête-à-tête. Le gagnant prend tout. Maintenant, cet appareil peut mesurer à un très bon rythme. Ils ont donc produit toute une série de photons, ont laissé rouler l'expérience, recueilli beaucoup de données, puis ils ont analysé. Et quels sont les résultats ? Les détecteurs 1 et 2 montrent toujours des patrons d'interférence, car il est impossible de déterminer de laquelle des deux fentes les photons sont issus. Mais les détecteurs 3 et 4 montrent toujours des agrégats, parce que nous pouvons savoir de quelle fente ces photons proviennent. C'est la seule différence. Comment la lumière choisit de s'afficher, sous forme de particules ou d'ondes, dépend de combien nous savons à son sujet. Si elle n'a le choix que de passer par une seule fente, agrégat, et si elle peut passer par l'une ou l'autre, patron d'interférence. Il n'y a pas d'explication matérialiste ici.